Voilà. Est-ce que ce pont? Au milieu du Pacifique, loin de toute route maritime ou chaîne d'îles, une équipe de recherche en eau profonde est tombée sur quelque chose qui a instantanément figé ses instruments. Selon les journalistes qui ont suivi cette histoire de près, même les experts chevronnés ont été stupéfaits par ce qu'ils ont trouvé. L'écran sonar a révélé des formes si grandes et si distinctes que pendant un moment, l'équipe a pensé qu'il devait s'agir d'une erreur, ou pire, de quelque chose d'artificiel. Mais au fur et à mesure que les caméras submersibles s'ajustaient, les contours sont devenus clairs. Des ponts d'envol, des hangars, de l'acier tordu, un cimetière désert de porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsque les enquêteurs ont finalement envoyé des caméras, les choses ont pris une tournure plutôt inattendue et l'équipe s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas d'un seul navire. Plongeons-nous. Mission brève. Comment Midway est devenu un tournant. Au début de juin 1942, l'océan Pacifique est devenu le théâtre de l'une des confrontations les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Midway. Menée entre le 4 et le 7 juin, elle déciderait qui contrôlerait le cœur du Pacifique. Mais ce qui s'est passé ici n'a pas seulement changé la guerre, cela a changé l'océan lui-même. Pour comprendre ce que les chercheurs ont trouvé des décennies plus tard sur le fond marin, nous devons revenir au moment où l'océan a revendiqué ses géants. Au cœur de ce conflit se trouvaient les porte-avions américains et japonais. Pour le Japon, les porte-avions Akagi, Kaga, Soryu et Hiru représentaient le cœur de leur force de frappe offensive. Les États-Unis ont apporté leurs propres porte-avions, notamment l'USS Yorktown, qui avait été réparé à la hâte après les dommages subis lors de la bataille de la mer de Corail quelques semaines plus tôt. Les porte-avions étaient essentiels, car ils permettaient aux forces navales de projeter la puissance aérienne bien au-delà de la portée des canons traditionnels. Les avions lancés depuis ces navires pouvaient frapper les flottes ennemies à des centaines de kilomètres, ce qui rendait les porte-avions beaucoup plus influents que les cuirassés dans la guerre navale moderne. Celui qui contrôlait les cieux contrôlait la mer. Et en juin 1942, les deux camps pensaient qu'ils le feraient. Le plan japonais reposait sur une attaque surprise visant à capturer Midway, un petit groupe d'îles situé à environ 1300 mètres au nord-ouest d'Honolulu. L'amiral Isuroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée japonaise, croyait qu'il fallait attirer les porte-avions américains dans un piège près de Midway. Si son plan fonctionnait, il mettrait en déroute la marine américaine et consoliderait la domination du Japon dans le Pacifique pour les décennies à venir. Mais il y a une chose que Yamamoto ne savait pas. Les Américains étaient déjà à l'écoute. Les cryptographes américains avaient partiellement déchiffré les codes de communication japonais et étaient en mesure d'anticiper l'attaque. Ces renseignements ont permis à l'amiral Chester Nimitz, commandant de la flotte américaine du Pacifique, de positionner ses porte-avions de manière stratégique, préparant le terrain pour une confrontation à laquelle le Japon ne s'attendait pas. À l'arrivée des Japonais, les embusqueurs sont devenus les victimes d'une embuscade. Il est rapidement devenu évident que les avions détermineraient l'issue de la bataille. Les avions américains ont lancé des attaques depuis les porte-avions USS Enterprise, USS Hornet et l'USS Yorktown, réparés à la hâte. Des bombardiers torpilleurs, des bombardiers en piqué et des avions de chasse se sont engagés dans de violents combats contre les navires et les avions japonais. Les porte-avions japonais, malgré leurs équipages expérimentés et leurs pilotes bien entraînés, ont été pris dans des moments de vulnérabilité alors qu'ils ravitaillaient les avions et réarmaient les ponts. Ces ouvertures ont permis aux bombardiers en piqué américains de lancer des frappes dévastatrices qui ont déclenché d'énormes incendies et causé des explosions catastrophiques à bord. En moins de 5 minutes, le monde avait changé. À la fin de la bataille,
Les 4 porte-avions japonais, Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu, avaient été coulés. La fière flotte de porte-avions du Japon, la même force qui avait attaqué Pearl Harbor, avait disparu. Les États-Unis ont remporté la bataille, mais ont perdu l'USS Yorktown, un coup dur pour leurs propres forces. Mais les dommages infligés au Japon ont été beaucoup plus importants. Selon les archives de guerre, la marine japonaise a perdu plus de 300 avions et a subi la mort de centaines de pilotes et d'équipages hautement qualifiés. Les forces américaines ont perdu environ 150 avions, mais ont conservé la majorité de leur personnel entraîné. Cette différence s'avérerait décisive. La marine impériale japonaise avait perdu sa force de frappe offensive. Sans ces 4 porte-avions, la capacité du Japon à projeter sa puissance aérienne dans le Pacifique a été considérablement réduite. Les États-Unis, malgré leurs propres pertes, ont conservé suffisamment de capacité de porte-avions pour prendre l'initiative lors des campagnes suivantes. À partir de ce moment, le Japon est passé en grande partie à une stratégie défensive, tandis que les forces américaines sont passées de la riposte aux attaques au lancement de leurs propres offensives. En seulement 4 jours, l'équilibre des forces dans le Pacifique a changé à jamais. Les historiens considèrent Midway comme un tournant dans la guerre du Pacifique et une démonstration de la valeur stratégique du renseignement, de la puissance aérienne et du leadership décisif. La bataille a montré que même au milieu du Pacifique, l'information et le timing pouvaient l'emporter sur l'avantage numérique, réécrivant ainsi le destin. Lorsque la fumée s'est dissipée, 5 grands porte-avions, 4 Japonais et un Américain, ont glissé sous les vagues. Ils ont disparu dans le silence, intacts pendant près de 80 ans. Mais lorsque les experts les ont finalement trouvés dans les profondeurs du Pacifique, ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement des débris, c'était quelque chose d'encore plus étrange. Les épaves cartographiées. Où se trouvent maintenant les porte-avions de Midway? Des décennies après que les armes se sont tues au-dessus de Midway, les derniers lieux de repos des porte-avions ont fait l'objet d'une enquête approfondie. Pendant des années, le Pacifique a gardé ses secrets. 5 navires massifs qui avaient autrefois décidé du sort des nations. Puis, un demi-siècle plus tard, l'océan a finalement répondu. En 1998, l'océanographe légendaire Robert Ballard, l'homme qui a trouvé le Titanic, a tourné son regard vers Midway. Sous plus de 11 000 pieds d'obscurité du Pacifique, son sonar a illuminé une forme que personne n'avait vue depuis 1942. L'USS Yorktown avait été retrouvée. L'équipe de Ballard a capturé les premières images du navire en place sur le fond marin, révélant le grand pont d'envol plat et les restes tordus de sa superstructure. La découverte a confirmé ce que les historiens soupçonnaient depuis longtemps. Le Yorktown s'était installé d'un seul tenant. Son hangar et son pont de hangar étaient partiellement intacts malgré la force des torpilles et des bombes qui l'avaient coulé. Suite à la découverte de Ballard, la National Oceanic and Atmospheric Administration, ou NOAA, a mené des enquêtes de suivi à l'aide de véhicules télécommandés, ou ROV. Ces missions ont amené des caméras haute définition sur l'épave, fournissant les premières vues intérieures détaillées des zones du hangar et du pont d'envol. Ces plongées ont révélé des détails qu'aucun historien n'aurait pu imaginer. Des fuselages d'avions, des munitions encore enfouies dans des avions détruits et même des objets qui semblaient déplacés, tels que des caisses, des effets personnels et ce que les sources de l'expédition ont décrit comme un petit véhicule de service près du pont du hangar. Aucun de ces éléments n'a pu être confirmé sans récupération. Mais leur disposition racontait une histoire effrayante. L'équipage n'a jamais eu le temps de nettoyer. L'intérieur du Yorktown est devenu un témoignage visuel du chaos qui s'est produit lors de sa descente. Opérations aériennes figées en pleine tâche. Effets personnels toujours en place. Bien que le Yorktown ait été localisé il y a des décennies,
les porte-avions japonais Akagi et Kaga sont restés inconnus jusqu'en 2019. Le navire de recherche pétrole, sous la direction d'équipes d'exploration marine réputées, a localisé les deux navires à des profondeurs extrêmes, à plus de 16 000 pieds sous la surface. Ces porte-avions étaient positionnés à environ 40 mètres l'un de l'autre dans les eaux au nord de Midway. Leurs coques sont en grande partie intactes, mais présentent des signes d'explosion catastrophiques et de dommages causés par les torpilles. Des images sonars haute résolution et des images de ROV ont révélé des ponts d'envol effondrés, des épaves d'avions éparpillées et des mâts brisés. Les initiés de l'expédition ont noté que les positions des porte-avions et des débris suggéraient qu'ils avaient coulé presque verticalement, leurs trous se déposant sur le fond marin dans une structure tordue mais reconnaissable. Les équipes d'enquête ont catalogué le Kaga en premier, confirmant l'identité en recoupant les numéros de série trouvés sur les moteurs d'avion et les composants du navire. L'Akagi a suivi avec sa superstructure partiellement intacte, révélant des espaces de machines et des ponts de hangars avec des avions toujours en place. Selon les rapports d'expédition, certains des avions semblaient être restés là où ils avaient été garés sur le pont ou dans les hangars au moment du naufrage. Les équipes ont également noté la présence de dommages causés par les torpilles sur les côtés bâbord, ce qui correspond au rapport de bataille historique décrivant les attaques des bombardiers en piqué américains. Les enquêtes sur ces épaves sont allées bien au-delà de la simple localisation. Les archéologues à bord du pétrole ont documenté les schémas de corrosion, les déformations de la coque et la distribution des débris afin de reconstituer la façon dont les porte-avions ont coulé et se sont déposés sur le fond de l'océan. Les raccords d'avions et de navires ont été identifiés et catalogués, fournissant des indices sur les procédures opérationnelles et la séquence des explosions qui ont mené à l'état de repos final de chaque porte-avions. Ce moment a frappé tout l'équipage. Ils ne regardaient pas des ruines, mais le champ de bataille lui-même, conservé dans une immobilité absolue. La modélisation numérique a révélé que les deux navires ont probablement coulé presque verticalement, leurs poupes traînant en dernier. La plongée finale de deux villes en feu glissant dans l'obscurité. Ensemble, ces indices ont permis aux historiens et aux ingénieurs de reconstituer les dernières minutes du porte-avions, image par image, explosion par explosion. En plus des porte-avions, les équipes de ROV ont documenté des artefacts inhabituels. Des initiés ont signalé avoir vu des objets qui pourraient être des effets personnels, des caisses de stockage et de petits articles utilitaires transportés à bord des navires lors de leur dernière mission. Bien qu'il soit impossible de les identifier de manière concluante sans récupération directe, leur présence étaye l'idée que ces épaves représentent des capsules temporelles du passé. Chaque artefact ajoute du contexte à l'histoire des hommes qui ont servi à bord de ces navires et à l'intensité de la bataille de Midway elle-même. Comme vous pouvez l'imaginer, la profondeur à laquelle se trouvent ces porte-avions les rend difficiles d'accès et les protège de toute perturbation occasionnelle. NOAA et ses partenaires internationaux considèrent l'épave comme des sites historiques sensibles, les préservant à la fois comme des tombes de guerre et des ressources archéologiques. Ce que les enquêtes révèlent en fin de compte est frappant. Malgré des décennies sous l'eau, les porte-avions conservent des structures reconnaissables et leurs avions restent en grande partie in situ, tels qu'ils étaient en 1942. Les épaves révèlent à la fois l'ampleur de la bataille et la résilience de la conception des navires. Chaque panneau de pont d'envol, chaque toit de hangar effondré et chaque fragment d'avion contribue à un témoignage de l'histoire navale conservée loin sous les vagues. Pour la première fois, les chercheurs sont en mesure d'examiner les conséquences de l'une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale avec un niveau de détail qui était impossible jusqu'à ce que la technologie moderne des eaux profondes devienne disponible. Et ce qu'elle révèle est insensé.
Mais au fur et à mesure que les caméras passaient d'une épave à l'autre, les chercheurs ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le fond marin autour de Midway n'était pas aussi vide que la carte le suggérait. Au-delà des positions connues du Yorktown, de la Kagi et du Kaga, il y avait des échos, de faibles retours sonars, des formes métalliques et des débris éparpillés qui n'appartenaient à aucun navire. Au début, cela ressemblait à du bruit, puis des schémas ont commencé à émerger, des morceaux de différents porte-avions apparaissant dans la même grille océanique. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a changé. Ce qui a commencé comme des wrecks isolés commençait à ressembler à quelque chose d'entièrement différent. Un réseau caché de géants rassemblés dans l'obscurité, le cimetière caché dans les profondeurs. Ce que les chercheurs ont découvert ensuite a tout changé. Des études récentes du Pacifique central ont révélé ce que les experts appellent l'une des collections les plus inhabituelles d'épaves de la Seconde Guerre mondiale, jamais documentées. Des images haute résolution de NOAA et d'autres expéditions de ROV ont capturé des wrecks de Midway isolés avec des détails sans précédent. L'USS Yorktown, que l'on sait depuis longtemps se trouver à plus de 11 000 pieds sous les vagues, présente des hangars étonnamment intacts, des avions armés toujours en position et des artefacts qui semblent déplacés pour un porte-avions coulé. C'est insensé. Des images d'expédition montrent un véhicule de service des années 1940 et de grandes peintures murales à l'intérieur du pont du hangar, conservées dans l'environnement froid et sombre des profondeurs de l'océan. Ces détails obsédants ont ouvert une nouvelle fenêtre sur la vie des marins et l'architecture cachée de ces géants d'acier. Au-delà du Yorktown, les équipes d'enquête ont documenté les porte-avions japonais Akagi et Kaga, confirmant l'intégrité structurelle et les restes d'avions sur les ponts d'envol. Les caméras des ROV ont tracé les angles d'impact, les poutres tordues et les fragments d'avions éparpillés. Un arrêt sur image des dernières secondes de la bataille. Chaque pont effondré, chaque hélice brisée racontait une histoire de chaos, de feu et de silence. Mais c'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Selon des sources d'expédition et des initiés connaissant les missions de cartographie en cours, quelque chose ne collait pas. Le sonar ne détectait pas seulement les épaves connues, il captait des anomalies. Au fur et à mesure que les données affluaient, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas de navires isolés. Ils faisaient partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Un schéma se formait. Les chercheurs ont commencé à remarquer des débris de porte-avions, des avions et des raccords de porte-avions, des fragments de ponts regroupés dans une région concentrée du centre du Pacifique. C'était différent de tout autre site qu'ils avaient cartographié. Les débris semblaient provenir de plusieurs porte-avions et couvraient plusieurs années de pertes entre 1942 et 1944. Les sources de l'expédition ont commencé à l'appeler un cimetière de porte-avions désert, car les débris semblent provenir de plus d'un navire et sont inhabituellement denses. Les organismes du patrimoine examinent actuellement le site afin de confirmer ces affirmations, mais les images préliminaires ont déjà suscité un vif intérêt parmi les historiens navals et les archéologues des profondeurs marines. Contrairement aux sites d'épaves traditionnels où les navires coulent dans un endroit défini ou sont partiellement récupérés, ce site semble combiner des fragments de plusieurs porte-avions, avions et autres équipements en un vaste assemblage sous-marin. Les débris ne sont pas disposés de manière ordonnée ou facilement identifiables comme des navires individuels. Au lieu de cela, des fragments de ponts d'envol, des hangars effondrés, des avions intacts et des effets personnels inattendus, y compris potentiellement des caisses, des outils et de petits véhicules de service, sont éparpillés sur le fond marin, formant ce qui ressemble à première vue à un seul cimetière massif. Les initiés de l'expédition suggèrent que les courants océaniques, les séquences de naufrages en temps de guerre et les opérations de sauvetage partiel ont contribué à cet arrangement inhabituel. Les débris provenant d'incidents distincts peuvent avoir été transportés sur de courtes distances
avant de se déposer, concentrant ainsi les restes de plusieurs porte-avions dans une même zone. Certains éléments apparaissent en couches, laissant entrevoir des événements de naufrage séquentiels ou un effondrement partiel des superstructures des navires au fil du temps. Bien que la vérification soit en cours, ces interprétations donnent une nouvelle perspective sur la façon dont les batailles navales à grande échelle peuvent laisser des schémas complexes et inattendus sur le fond de l'océan. Les experts avertissent que bien que les affirmations soient extraordinaires, la plus grande importance du site réside dans ce qu'il représente. Il préserve un instantané intact de la guerre navale à une profondeur extrême, capturant les navires, les avions et même les effets personnels tels qu'ils existaient pendant l'une des périodes les plus critiques de la guerre du Pacifique. Pour les historiens et les archéologues, c'est une révélation. Le site pourrait réécrire notre compréhension des derniers chapitres de la guerre du Pacifique, non pas comme des tragédies isolées, mais comme des histoires entrelacées réunies par la mer elle-même. Et peut-être la réalisation la plus obsédante de toutes. Ce soi-disant cimetière de porte-avions s'est peut-être formé par conséquent, un rassemblement silencieux des navires mêmes qui ont autrefois défini le sort des nations. Conséquence immédiate, authentification, droit et éthique. Lorsque les premières images de ROV du cimetière de porte-avions sont parvenues aux mains des chercheurs, la réaction immédiate n'a pas été la célébration. C'était le silence. Personne n'était prêt à voir ce qu'ils voyaient. Même les archéologues marins les plus chevronnés ont admis que les images ne correspondaient à aucun schéma d'épave connu. Si les images étaient authentiques, les archéologues marins et les historiens navals savaient qu'ils pourraient réécrire des parties du récit du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Mais seulement si chaque image, numéro de série et coordonnées, était authentique. Le processus d'authentification a commencé discrètement, bien avant toute déclaration publique. L'authentification commence par la géométrie, en faisant correspondre les dimensions des trous, les fragments de pont et les structures identifiables au plan connu des porte-avions. Les équipes d'imagerie des profondeurs marines de NOAA, ainsi que des historiens navals indépendants, utilisent de la photogrammétrie 3D pour créer des reconstructions numériques détaillées de chaque section visible. Lorsqu'ils superposent ces modèles aux cartes historiques des naufrages, les résultats révèlent quels navires pourraient avoir contribué au site. Il s'agit de retracer les morceaux de plusieurs navires dispersés par le temps et les courants. Les numéros de série des avions fournissent une autre couche essentielle de vérification. Chaque avion porte une marque de queue ou de moteur unique, souvent estampillée dans du métal, qui dure beaucoup plus longtemps que les identifiants peints. Les techniciens comparent ces numéros de série aux journaux de production de la marine des années 1940, ce qui réduit le champ aux escadrons et aux missions spécifiques. Le processus est lent et rigoureux. Pas de spéculation, pas de raccourci. Selon des initiés proches des travaux d'enquête, même une seule correspondance confirmée pourrait officiellement relier le site à une perte de porte-avions particulière, le transformant ainsi de rumeurs en histoire enregistrée. Mais la science n'est qu'une partie de la réponse. Au moment où il a été question de plusieurs porte-avions, les questions juridiques et éthiques ont pris le devant de la scène. De nombreuses épaves se trouvent à l'intérieur ou à proximité de zones marines protégées comme le monument national marin de Papahanaumoku. Cette région, régie par le droit fédéral américain et les accords internationaux, impose des protections strictes sur toute perturbation ou récupération des tombes de guerre. Pour des organismes tels que NOAA et le National Park Service, cela signifie que le site est traité comme un lieu de repos. En vertu de ces protocoles, la perturbation des artefacts, même à des fins de recherche, nécessite plusieurs niveaux d'approbation. Le statut de tombe de guerre déclenche une surveillance supplémentaire, garantissant qu'aucun reste ou effet personnel n'est retiré sans le consentement des gouvernements concernés. Les règles sont claires. Ce sont des extensions du champ de bataille, toujours régies par l'honneur et la loi.
Légalement et éthiquement, la règle est claire. Regardez, mais ne touchez pas. Pendant ce temps, la réaction du public s'est accélérée plus vite que les données. Une fois que des fragments de l'histoire ont fuité, principalement par le biais de courts extraits montés et de descriptions de seconde main, l'expression cimetière de porte-avions désert s'est répandue dans les manchettes. Les médias sociaux ont qualifié cela de preuve de secret de guerre caché. Les historiens, cependant, ont réagi, insistant sur la patience et la précision. Ils ont averti que sans vérification complète, l'ensemble de la découverte pourrait être déformé, transformant une révélation historique en un mythe sensationnel. La pression médiatique a également soulevé une autre question, celle de la gestion des images. Des institutions comme NOAA suivent des contrôles stricts de publication pour les nouvelles images, garantissant que le contenu sensible ou émotionnellement chargé, tel que les objets personnels visibles, n'est jamais publié avant que le contexte ne soit établi. Des initiés ont déclaré que ce processus est devenu plus critique une fois que les images ont montré des insignes reconnaissables et des artefacts humains, des rappels que ces épaves appartiennent à des équipages avec des noms et des familles. Au fur et à mesure que les examens juridiques se poursuivent, la coordination internationale joue un rôle clé. Plusieurs des navires qui auraient contribué au site faisaient partie de flottes multinationales. Cela signifie que le Japon, les États-Unis et d'autres doivent collaborer à la vérification, à la protection et à la désignation potentielle de monuments commémoratifs. Les archives navales de chaque nation détiennent des documents essentiels, des journaux radio, des rapports d'action et des coordonnées de perte qui peuvent combler les lacunes finales dans la chaîne d'identification. Pourtant, des initiés admettent qu'une partie du mystère du terrain ne sera peut-être jamais résolue. Les courants, la pression et les opérations de sauvetage en temps de guerre ont brouillé le fond marin si complètement que ce qui apparaît maintenant comme un cimetière unifié pourrait être des fragments rassemblés au fil des décennies. Cette incertitude alimente à la fois la fascination et la retenue. Les scientifiques voient une occasion d'apprendre, tandis que les gardiens voient un devoir de préserver. En fin de compte, les conséquences immédiates de la découverte sont définies par le processus. L'authentification exige des preuves. La loi exige le respect. Et l'éthique exige le silence, là où l'histoire parle d'elle-même. Que le site devienne un mémorial entièrement cartographié, ou qu'il reste un champ non marqué sous le Pacifique, son existence remodèle déjà la façon dont le monde perçoit l'héritage invisible de la guerre en mer. Pourtant, même cette révélation n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. Sous ces mêmes eaux se trouvent d'innombrables autres, des flottes oubliées, des avions enfermés, et les échos de la guerre engloutis par le temps. Le Pacifique a toujours été un cimetière de géants, les cimetières sans fin du Pacifique. La découverte a choqué le monde, mais pour les experts, ce n'était pas tout à fait inattendu. L'océan Pacifique contient plus que des épaves. Il contient la mémoire. Sur son étendue vaste et silencieuse se trouvent des centaines d'épaves de navires et d'avions, des vestiges d'empires qui se sont autrefois battus pour le contrôle de la mer, puis ont disparu sous elle. Des lagons coralliens de Chuuk aux profondeurs volcaniques de Truk et d'Iron Bottom Sound, ces eaux forment une chaîne de tombes sous-marines, chaque site racontant une histoire différente. Pourtant, ensemble, ils révèlent une vérité. L'océan se souvient de tout. L'un des exemples les plus obsédants est le lagon de Chuuk, autrefois la base navale japonaise fortement fortifiée dans les îles Carolines. En février 1944, lors de l'opération Hailstone, des avions américains lancés depuis des porte-avions ont lancé un assaut dévastateur qui a coulé des dizaines de navires et des centaines d'avions en seulement 2 jours. Aujourd'hui, leurs carcasses restent étrangement intactes, les ponts toujours debout, les assiettes sur les tables du mess, même les bouteilles gisant intactes sur le fond marin. Les plongeurs appellent cela un musée figé en mouvement. Les historiens l'appellent le cœur du silence du Pacifique.
Mais Tchouk n'est qu'un parmi tant d'autres. Dans les îles Salomon, le fond marin est jonché de fragments de la campagne de Guadalcanal. Destroyers, transports et avions de chasse côte à côte. On se réfère toujours à la région par un nom effrayant, Iron Bottom Sound, où l'eau elle-même est devenue métallique à cause des épaves en dessous. Dans les îles Marshall, les lagons cachent des flottes entières abattues lors des bombardements américains. Et plus au nord, près de Pearl Harbor, le lieu de repos de l'USS Arizona sointe encore du pétrole, des gouttelettes s'élevant comme des larmes noires à travers l'eau turquoise, un rappel que la guerre n'a jamais vraiment pris fin ici. Chacun de ces cimetières s'est formé pour différentes raisons, mais ils partagent tous une chose, la proximité. Lorsque des navires sont attaqués dans le port ou ancrés à proximité les uns des autres, ils coulent ensemble. Le résultat n'est pas une dispersion d'épaves, mais un groupe, une ville d'acier coulée. Au fil du temps, les courants, le sable et le corail fusionnent ces épaves en récifs vivants, où la nature se réapproprie les machines de guerre. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont ces épaves perdurent. Les eaux froides et à faible teneur en oxygène préservent l'acier, la peinture et même les artefacts humains avec une clarté étonnante. L'insigne d'un avion peut rester visible après 80 ans. Le bureau d'un capitaine peut encore contenir son stylo. Pour les archéologues, ces sites sont des capsules temporelles du XXe siècle. Pour les familles de ceux qui ont été perdus, ce sont des cathédrales du souvenir. C'est pourquoi les experts les traitent non pas comme des ruines, mais comme des témoignages vivants. En partie tombe de guerre, en partie écosystème, en partie livre d'histoire écrit en rouille et en corail. Et maintenant, avec la découverte du cimetière de porte-avions désert au large de Midway, le Pacifique a révélé un autre chapitre de lui-même. Un endroit où plusieurs histoires convergent en un seul champ de silence. De la surface, ce n'est que l'océan. Mais bien en dessous, l'histoire est toujours là, se reposant, attendant et refusant d'être oubliée. Sous le silence, ce que les profondeurs détiennent encore. Le fond du Pacifique garde bien ses secrets. Bien après que le dernier navire a coulé et que les derniers canons se sont tus, l'océan a transformé Rex en une partie de sa propre conception. Ce qui a commencé comme une guerre est devenu un paysage. Lorsque les experts ont revisité le Midway Rex, ce qu'ils ont vu n'était pas de la destruction, mais une transformation. Les trous d'acier servent maintenant de fondation aux récifs coralliens, et les ponts d'envol autrefois brûlés par le feu sont devenus des jardins de gorgones, d'éponges et de vie bioluminescente. La nature a réécrit l'architecture de la guerre en quelque chose de vivant, quelque chose d'intemporel. Les archéologues marins décrivent ces sites comme des chambres de conservation. À de telles profondeurs, l'eau est froide, sombre et calme. L'oxygène est rare. Les bactéries sont peu nombreuses, et le temps lui-même semble ralentir. La peinture adhère toujours aux cloisons. Les cadrans des instruments restent lisibles, et le siège d'un pilote peut se trouver exactement là où il a été laissé en 1942. Le Pacifique n'a pas effacé le passé. Il l'a gardé, scellé, sous des kilomètres de silence. Et dans ce silence réside l'histoire de Midway, le moment où le monde a changé de cap. Chaque porte-avions qui repose en dessous, Akagi, Kaga, Hiru, Soryu et Yorktown, est plus qu'un morceau d'épave. Ensemble, ils représentent le tournant de la guerre du Pacifique, un moment où le courage, le chaos et les conséquences se sont heurtés en haute mer. Ce que les experts ont trouvé n'était pas simplement un cimetière, mais un miroir. Un miroir qui reflète la façon dont l'histoire perdure, même lorsqu'il ne reste plus personne pour la raconter. La découverte n'était pas ce que quiconque attendait ou pensait. Ce n'était pas une arme cachée ou un secret gouvernemental. C'était quelque chose de beaucoup plus profond,
un monument construit par le temps lui-même. Pour les scientifiques, ces épaves offrent des données. Pour les historiens, elles fournissent des preuves. Mais pour ceux qui comprennent ce qui se trouve en dessous, elles sont quelque chose de plus profond. Des monuments à la mince ligne entre la victoire et la défaite, entre la mémoire et l'oubli. De Midway à Chuuk, d'Iron Bottom Sound à la tranchée la plus éloignée, le Pacifique est plus qu'un océan. C'est une vaste archive de l'ambition humaine, du sacrifice et du souvenir. Il reflète tout ce que nous construisons, tout ce que nous détruisons et tout ce que nous laissons derrière nous. Et ainsi, l'histoire ne se termine pas par une bataille ou une découverte, mais par une réalisation. Sous les vagues, le temps garde tout. Les navires, les histoires et le silence. Les experts pensaient autrefois qu'ils ne faisaient que découvrir l'histoire. Mais ce qu'ils ont trouvé était quelque chose de beaucoup plus grand. Un rappel que le temps n'efface pas, il se souvient. Voici donc la question qui persiste. Si l'océan se souvient de tout ce que nous avons jamais construit ou détruit, qu'est-ce qui pourrait encore attendre d'être découvert sous les vagues? Faites-le nous savoir dans les commentaires.